Mais il commence par se moquer du pays. C'est un petit pays de 32 000 kilomètres carrés. C'est un pays pauvre. Donc, en fait, on ne doit pas discuter avec ce genre de pays. C'est un pays africain. Et tout le monde se félicite de ne même pas connaître le nom du président de ce pays. Vous avez bien suivi la séquence. Or, en fait, c'est ce regard-là que l'élite politique occidentale, la plupart du temps sur l'Afrique, et même celle du Moyen-Orient. En effet, l'ignorance de l'Afrique rime avec la condescendance envers l'Afrique. Moins ils connaissent l'Afrique, plus ils sont méprisants envers l'Afrique. Et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai au Moyen-Orient. Ceux qui ne connaissent pas l'Afrique sont les plus méprisants et les plus haineux, les plus condescendants, les plus cyniques envers les Africains. Où on voit très bien comment l'ignorance est nourrie par la bêtise. Depuis des siècles, l'Occident a maintenu une posture condescendante envers l'Afrique, considérant le continent comme une terre à exploiter, un espace sans histoire ni dignité. Ce soir, le docteur Franklin Nyamsi s'attaque à cette arrogance persistante et en expose les conséquences. Il analyse une séquence emblématique diffusée sur LCI TV, où le mépris des élites occidentales envers un pays africain est clairement visible. Mais ce mépris, désormais confronté à une Afrique éveillée, informée et connectée, ne passe plus inaperçu. À l'ère de la révolution numérique, ces attitudes coloniales, loin d'affaiblir l'Afrique, renforcent au contraire un rejet croissant de l'Occident. Pourquoi ce mépris historique est-il devenu un boomerang? Comment l'Afrique utilise-t-elle ce rejet pour se repositionner dans le monde? Ensemble, analysons cette dynamique fascinante. On parle de haine anti-occidentale dans plusieurs médias et dans plusieurs discours politiques en Europe. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un réveil et d'un éveil des populations du continent qui, depuis 600 ans, a subi 4 tragédies atroces. La traite négrière, haute barbarie, organisée par les empires du Moyen-Orient et d'Occident. Ensuite, la barbarie coloniale, organisée par les puissances occidentales qui se sont partagées l'Afrique sans les Africains. Et après cette barbarie coloniale, la barbarie impérialiste, dont l'une des conséquences est bien sûr l'implantation et le soutien aux pires dictatures africaines, à l'intérieur desquelles l'homme africain est devenu le bourreau de son frère. Dans tout ce cycle que l'on peut placer entre 600 et 700 ans de tragédies perlées et remplies d'une cohorte de martyrs, comme le dirait le grand auteur-compositeur camerounais Djalalilon, de son propre nom Yves Beng, on a toujours voulu nier que les raisons pour lesquelles les Africains ne veulent plus de la présence militaire des troupes néocolonialistes françaises, des troupes occidentales et moyen-orientales sur leur sol, sont des raisons objectives, des raisons évidentes, des raisons incontestables, et que tous les peuples du monde qui un jour se sont battus contre la domination ont fait valoir les mêmes raisons, à commencer par le peuple français contre le nazisme et le fascisme, le peuple américain d'origine européenne en bonne partie contre la domination du royaume britannique, le peuple soviétique contre la tentative hitlérienne et mussolinienne de le soumettre, le peuple chinois contre la volonté de l'impérialisme anglo-saxon de l'éradiquer, y compris par l'usage criminel des drogues. Tous les peuples qui sur cette terre des hommes se sont battus pour leur souveraineté reconnaissent sans difficulté, s'ils ont la mémoire de leur parcours, la légitimité de la lutte africaine. La lutte africaine que notre institut a formulée en 4 points essentiels. Premier point, retrait total de toutes les troupes néocolonialistes et impérialistes du sol africain. Deuxième point, abolition, suppression totale de la monnaie néocoloniale et coloniale du CFA pour la quinzaine de pays qui sont encore exploités par cette escroquerie. Élément numéro 3, fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains. Et élément numéro 4, renaissance, résurrection
des institutions africaines dans l'histoire longue de la civilisation africaine. Ce quadruple programme de l'Institut de l'Afrique des libertés, il a son équivalent dans toutes les résistances que les êtres humains, rassemblés en peuples et en nations, sur tous les continents, ont mené contre les dominations. On retrouvera systématiquement dans toutes les véritables résistances humaines contre la domination les 4 cadrans que je viens de citer. 1. Le cadran de la défense, de la sécurité, le cadran militaire. 2. Le cadran économique. 3. Le cadran politique. Et 4. Le cadran culturel, spirituel, civilisationnel. Mais malgré l'évidence scientifique de la légitimité de la résistance contre la domination, malgré son évidence morale, les grands médias occidentaux, au service des oligarchies qui sont héritières de la traite négrière, du néocolonialisme, du colonialisme et qui vivent de l'impérialisme à travers le monde, s'acharnent à présenter les Africains qui résistent comme des fous et à se moquer de l'Afrique appauvrie en la présentant comme indigne de considération. J'ai trouvé une merveilleuse illustration de cette démarche de mépris, de condescendance, dans une séquence de la chaîne de télévision LCI TV, que je vais maintenant vous montrer. On voit dans cette séquence exactement ce qui est inacceptable dans l'approche africaine de l'Occident politique aujourd'hui. Je voudrais vous montrer cette séquence. C'est une séquence où on voit le président Poutine en conférence, en vidéoconférence, avec un certain nombre de ses collaborateurs et avec des partenaires internationaux. Puis, il a un coup de fil qui vient. Il interrompt sa vidéoconférence pour aller répondre à ce coup de fil. Et les commentateurs de LCI TV vont commenter l'interruption de la conférence de presse dans laquelle le président Poutine était pour aller écouter, prendre le coup de fil qui a été fait. Et vous allez voir comment il traite l'interlocuteur avéré du coup de fil en question, pour lequel le président Poutine a interrompu sa conférence de presse par considération pour aller l'écouter. Et vous verrez bien la différence qu'il y a entre l'approche que la Russie a de l'Afrique et l'approche que l'Occident et le Moyen-Orient politique ont de l'Afrique. Voilà, on va commencer. Je vous fais écouter ça, je mets le haut-parleur. On ne s'attendait pas du tout, ça aurait été... Pas du tout. Je vous prie de m'excuser par avance, je dois passer un appel téléphonique international. Je dois m'éloigner de l'écran pendant votre rapport, Svetlana. Mais vous, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas, continuez à travailler. Je vais prendre mon appel et je reviendrai. S'il vous plaît, Svetlana, allez-y. C'est une image très rare quand même, effectivement. Je n'ai pour 5 minutes. Attendez, j'ai juste une question. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? J'en ai pour 5 minutes. J'en ai pour 5 minutes. D'après vous, avec qui est-ce qu'il était par téléphone? J'ai la réponse. On montre la photo d'abord. J'ai la Parce que réponse. tous les regards étaient tournés vers cette personne. Et en fait, Donald Trump, et en fait, bah oui, il nous a berné. Il était au téléphone avec qui? avec le président de Guinée-Bissau. Exactement. Voilà. Le pays, un des plus pauvres pays du monde, 32 000 km², le pays africain très honorable, mais en fait, on s'attendait. Bah, on s'attendait pas du tout, ça aurait été. Pas du tout à ça. Peu importe le pays, mais en fait. Non, mais Quel est le nom du président de la Guinée-Bissau? Madame l'ambassadrice, vous représentez, vous qui représentiez la France, quel est le nom du président de la Guinée-Bissau? Je ne sais pas. On va le retrouver d'ici quelques minutes. Est-ce qu'on arrive à faire rosir Thierry Berman? Non, il a trop d'expérience diplomatique. Mais alors, Gallagher Fedek, ne regardez pas sur Wikipédia, s'il vous plaît. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si Vladimir Poutine joue avec nos nerfs? Non, bien sûr. Après, vous avez dit que c'est quand même rare cette scène. Et c'est pas si rare que ça de voir Vladimir Poutine se mettre en scène dans des situations d'urgence, son convoi traverser Moscou. Il y avait rien d'anormal, mais c'est vrai que un coup de fil un peu inopiné qui arrive en plein milieu de la réunion. Bien sûr, avec des on l'a déjà vu avec Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, mais avec Vladimir Poutine, un peu moins. Donc c'est un peu une spécialité quand même.
Oui, la mise en scène, oui, mais en fait, un appel téléphonique entre deux chefs d'État, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire tout ça est organisé à l'avance, avec les services, le système crypté. On se rappelle les très longs téléphones qui ont d'ailleurs été filmés, ce qui avait beaucoup irrité le Kremlin. Bon, je m'arrête là. Je voulais juste vous montrer cette séquence pour commencer. Vous observez que les journalistes et même des diplomates, il y a des anciens ambassadeurs français, il y a une ancienne ambassadrice française qui est assise là, il y a l'espion russe de service de l'OTAN qui est là, comment il s'appelle, Girnov. Tout ce monde-là est là. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il se moque non pas de la méthode utilisée par Poutine pour, si on veut, mettre en scène sa conversation avec un chef d'État étranger, mais il commence par se moquer du pays. C'est un petit pays de 32 000 kilomètres carrés. C'est un pays pauvre. Donc, en fait, on ne doit pas discuter avec ce genre de pays. C'est un pays africain. Et tout le monde se félicite de ne même pas connaître le nom du président de ce pays. Vous avez bien suivi la séquence. Or, en fait, c'est ce regard-là que l'élite politique occidentale, la plupart du temps sur l'Afrique, et même celle du Moyen-Orient. En effet, l'ignorance de l'Afrique rime avec la condescendance envers l'Afrique. Moins ils connaissent l'Afrique, plus ils sont méprisants envers l'Afrique. Et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai au Moyen-Orient. Ceux qui ne connaissent pas l'Afrique sont les plus méprisants et les plus haineux, les plus condescendants, les plus cyniques envers les Africains. Où on voit très bien comment l'ignorance est nourrie par la bêtise. Mais il y a un deuxième enseignement à tirer de la séquence que je viens de vous montrer. Il n'y a pas que l'ignorance qui alimente cela. Ce qu'on voit là, c'est que c'est alimenté également par le manque de respect de soi-même de plusieurs dirigeants africains. Car en fait, celui qu'on méprise, on ne se rend même pas compte qu'il s'agit d'un des plus grands valets de l'Occident en Afrique de l'Ouest, à savoir Umaro Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau. C'est quelqu'un qui a exécuté le doigt sur la couture, aveuglément, tous les ordres du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental quand il était aux responsabilités dans la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Ils ne se rendent même pas compte que ce faisant, ils sont en train de se moquer d'un de leurs serviteurs. Et c'est ça le deuxième défaut de l'élite politique occidentale, l'ingratitude envers ses propres valets. Il est important que vous vous rendiez compte que Umaro Sissoko Embalo, le général qui est à la tête de la Guinée-Bissau, est un pion de l'Occident. Mais l'élite politique occidentale, représentée ici par des ambassadeurs, n'a rien à foutre de lui. On peut le tourner en dérision à la télévision. On peut ne même pas chercher à savoir quelle est la nature de ses relations avec l'Europe, quelle est la nature de ses relations avec la France. On peut se moquer de lui comme on traiterait un chiffon, un Kleenex usagé dans lequel on s'est mouché, et tout le monde rigole. Ça, c'est le deuxième élément extrêmement important. L'ingratitude de l'élite politique occidentale envers ses valets à travers le monde. Ça vous rappelle comment ils ont traité Mobutu à la fin de sa vie. Cela vous rappelle comment ils ont traité, comment ils ont traité Saddam Hussein à la fin de sa vie. Cela vous rappelle comment ils ont traité Oussama Ben Laden, qui était leur agent, à la fin de sa vie. Cela vous rappelle comment ils ont traité Kadhafi, qui s'était rapproché d'eux et qui leur a donné des dizaines de millions de dollars à la fin de sa vie. Cela vous rappelle comment ils ont trahi systématiquement tous ceux qui les ont servis. Et ça, c'est le deuxième élément, l'ingratitude. Une ingratitude crasse. N'est-ce pas? Ok. On avance. Il y a un troisième élément qu'il faut tirer de la séquence que je vous ai montrée. Qu'est-ce que c'est que cette séquence montre? Eh bien, c'est le pouvoir énorme qu'a pris ce qu'on peut appeler le crétinisme de télévision. On a pensé à l'avènement des médias de masse, que ceux-ci pouvaient participer de manière exemplaire à l'éducation. Mais là, on a l'exemple d'une chaîne de télévision qui travaille à l'abrutissement des masses. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde ce programme et qui ne possède pas un minimum de connaissance de l'Afrique en sort encore plus méchant, plus méprisant, plus rigolard et plus con envers l'Afrique qu'il n'y était entré. Là, on voit ce qu'on appelle donc non pas un média d'information, c'est un média de désinformation. On voit non pas un média d'éveil, un média de conscientisation, mais un média d'abrutissement. Et là, avec LCI TV, on peut donc dire qu'on a un exemple de ce qu'on appelle un anti-média. Parce qu'en fait, le mot média,
vient du mot latin médium qui veut dire ce qui est placé entre deux choses, ce qui est intermédiaire. Par définition, le médium est un passage. Le médium est un intermédiaire qui facilite le passage d'un milieu vers un autre, d'un côté vers un autre. Le médium est un facilitateur. Le médium est, d'une certaine façon, quelque chose qui permet l'accès à l'autre rive de la réalité. Alors que là, on a affaire à un antimédia, un antimédium. C'est-à-dire qu'ils sont là pour s'aimer l'opacité. Ils sont là pour aveugler les gens. Ils sont là pour aveugler les gens. Et nous, Africains à travers le monde, et tous ceux qui regardent les chaînes de télévision, devons avoir toujours la vigilance de savoir quand nous ouvrons une chaîne de télévision et quand nous la regardons en général, s'il s'agit d'un média ou d'un antimédia, d'un médium ou d'un antimédium. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un médiateur vers la réalité ou s'il s'agit, en fait, d'un empêcheur de voir le monde tel qu'il est, s'il s'agit d'un voile. Là, vous voyez très bien que LCI TV, c'est un voile jeté sur la réalité du monde afin d'encourager les perspectives racistes, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes qui lui permettent de faire son chiffre d'affaires et de bénéficier des subventions de ses maîtres. Je conclus ce point en disant, voilà les raisons qui aggravent le sort politique de l'Occident en Afrique. Parce que ce mépris-là, et c'est le quatrième point essentiel, c'est un mépris en mondovision. C'est un mépris qui voyage à la vitesse de la lumière, puisque nous sommes là, dans la révolution numérique, à la vitesse des électrons. Les informations vont aussi vite que les électrons. Les électrons, qui sont donc les particules fondamentales de la lumière, selon la théorie corpusculaire, parce qu'il y a plusieurs théories, la théorie corpusculaire de la lumière et la théorie ondulatoire, mais quelle que soit la théorie, nous sommes à une époque où l'information va très vite. Et ce que ces gens ne mesurent pas, c'est qu'à peine ils ont fait preuve de mépris comme cela, déjà sont informés des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards d'Africains à travers le monde. À l'ère de la révolution numérique, à l'ère de la télévision mondovision, à l'ère de l'interconnexion, le mépris se signale très vite à l'autre bout du monde. Quand vous vous attaquez aux innocents, quand vous déversez votre condescendance et votre mépris sur les gens, ça vous coûte plus cher au 21e siècle que ça ne l'était au 20e ou au 19e, au 18e, parce que avant c'était les siècles de l'imprimerie. Et plus tard, c'était les siècles de la radio. Maintenant, on est dans la radio-télévision, c'est-à-dire que les gens vous voient directement. Par conséquent, l'effet de ce type de séquence de télévision sur l'opinion internationale a été décuplé précisément par la révolution numérique et audiovisuelle. Et ces étourdis-là qui s'asseyent à LCI TV pour dire des bêtises sur l'Afrique ne se rendent pas compte qu'ils creusent davantage le fossé politique entre l'Occident et l'Afrique et qu'ils scient la branche sur laquelle l'Occident s'est assis depuis plusieurs siècles. Ils scient encore plus violemment la branche sur laquelle la France s'est assise depuis plusieurs siècles. Et s'il y a quelqu'un qui en doute, je donne la parole à quelqu'un pour le rappeler. D'où vient l'argent que nous avons en France, y compris à LCI TV? Allez-y, monsieur Chirac, dites-leur d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on oublie souvent? Oui. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. LCI TV, écoutez. De bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà, merci monsieur Chirac. Donc en fait, c'est avec des séquences de télévision comme celle que je viens de vous montrer qu'on provoque les pires convulsions et qu'on aggrave les convulsions de la relation afro-occidentale sur le terrain politique, économique, etc. D'accord? Parce que même si les Africains savent très bien qu'Embalo, Umaro Sissoko, est en réalité un pantin, les Africains qui sont très critiques comme moi envers la dictature, le régime, eh bien, incompétent d'Embalo, n'oublient pas que la Guinée-Bissau, c'est chez nous. Nous sommes tous Bissau-Guinéens. Et la Guinée-Bissau n'est pas un pays pauvre, c'est un pays appauvri par l'impéritie de ses propres élites et par les œuvres néfastes des colons portugais. D'accord? C'est un pays appauvri.
Il n'y a pas un seul pays africain qui soit pauvre. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. En ressources naturelles, si vous voulez, en ressources immédiatement données par Dieu. Vous préférez cette formule si vous voulez. Quand Dieu partageait les richesses naturelles sur la terre, il donna la part du lion aux Africains. Sans doute parce qu'il savait que la civilisation africaine étant la plus hospitalière et la plus généreuse, les Africains accepteraient de donner un peu de leur bonheur à tous leurs frères humains, mieux à tous leurs descendants. Mais il ne faut pas exagérer. Quand vous osez dire aujourd'hui, au XXIe siècle, que la Guinée-Bissau est un pays pauvre, alors que nous avons déjà distingué la notion de pauvreté accidentelle de la notion de richesse naturelle, eh bien, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que vous choquez des millions d'Africains. Les Africains sont conceptuellement, ils sont intellectuellement structurés maintenant pour ressentir, eh bien, l'aberration de vos propos. Il n'y a pas, je le répète une dernière fois, des pays africains pauvres. Il y a des pays africains appauvris par la faute de leurs propres élites et par la faute de la domination étrangère. Voilà la réalité, par la faute sans doute aussi de la faiblesse de nos propres peuples qui, dans plusieurs situations, n'ont pas été capables de trouver une solution contre leurs propres élites et contre la domination étrangère. Ok, on peut partager les responsabilités, mais il n'y a pas de pays pauvres en Afrique. Il y a des pays appauvris. Vous devez utiliser, eh bien, le participe passé ou l'adjectif qualificatif. Ok. Ce que le docteur Franklin Nyamsi nous montre ici, c'est que l'ère du silence et de l'acceptation est révolue. Ce mépris, autrefois ignoré ou toléré, est aujourd'hui dénoncé à une échelle mondiale. Chaque mot, chaque geste condescendant amplifie un rejet croissant des systèmes de domination occidentaux. Mais ce rejet ne doit pas se limiter à l'indignation. Il doit s'accompagner d'une reconstruction. L'Afrique a désormais l'occasion de réécrire son récit, de construire son image loin des regards de l'Occident et de s'affirmer comme une force incontournable sur la scène mondiale. Pour cela, chacun de nous doit participer à ce combat en partageant la vérité, en éduquant nos communautés et en soutenant les voix qui, comme celle du docteur Nyamsi, éclairent ce chemin vers la souveraineté.